faut payer au prix de notre liberté. Les perquisitions administratives provoquent des dégâts collatéraux et, bien sûr, ont traumatisé des gosses de 10 ans. La violence devient peu à peu le mode de relation entre les citoyens. À force de stigmatiser, certains voient leurs voisins comme un ennemi mortel à abattre. Un maire reçoit des menaces de mort. Des croix gammées sont peintes sur le portail de sa maison. Les lycéens subissent les soins correctionnels de la police. Ces petits impudents réclament la sécurité sanitaire dans les classes. On leur applique la matraque comme outil pédagogique. Les policiers armés jusqu'aux dents sont devenus des éducateurs de l'état d'urgence. Le chef du gouvernement a tenu sa conférence de presse. Rien de nouveau, sous les nuages de la crise. Les petits commerces vont continuer à avoir la tête sous l'eau. Le gouvernement leur souhaite de prendre une grande inspiration d'air. Oui, j'ai bien dit inspiration, car si l'air de la prospérité vient à manquer, il faudra aux petits commerçants d'être bien inspirés pour continuer à vivre de son travail. Pas d'inquiétude, les milliards vont pleuvoir. Mais en attendant, souffrez en silence, sinon le Covid va venir vous manger. Nous sommes devenus des enfants sur lesquels Papa Castex veille tendrement. Les gouvernants doivent comprendre que le pouvoir qu'ils ont entre les mains ne signifie pas qu'ils ont toujours raison et qu'ils sont toujours dans le vrai. La force physique de la nation, que la nation met la force physique que la nation met à leur disposition ne rend pas légitime l'apparence de justice qu'ils infligent au peuple. Il apparaît avec toujours plus de clarté qu'un gouvernement où la même clique règne, quels que soient les résultats des élections, ne peut pas être fondé sur la justice, même si cette justice était celle que ces politiciens auraient eux-mêmes définie. Est-il démocratique d'accepter un gouvernement où ce seraient les politiciens qui décideraient du bien ou du mal sans l'aval de la conscience des citoyens ? Doit-on accepter un gouvernement où le citoyen n'a aucun mot à dire ? Le citoyen ne devrait jamais abdiquer sa conscience à cette coterie dominante, sinon à quoi bon sert l'usage de la conscience individuelle ? Voilà. Magnifique, merci beaucoup, Nasser. Magnifique, fort bien écrit. Je ne sais pas ce qu'en pense Gamal Avina. Ah non, je suis toujours très fan de ce qu'écrit Nasser. On va pas s'en raconter l'histoire. Bon. Eh bien, on va voir ce qu'on a pensé Nasra, qui nous appelle de Saint-Germain-en-Laye, je crois. Nassera, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Nassera, comment allez-vous ? Très bien, merci, et vous-même ? Bah écoutez, ça va très bien. Avez-vous apprécié la chronique de Nasser Lajili, Nassera, en toute franchise ? Oui, beaucoup, parce que d'abord elle est très complète. Elle dit les choses qui sont sensibles en ce moment, tout en n'entrant pas trop dans le détail, mais en mettant en exergue les points forts des différentes difficultés que nous rencontrons dans le contexte actuel. Je trouve que c'était un très bel exposé. Moi, j'ai juste envie de dire que il a souligné notamment les petits commerces. Oui, on oublie que les petits commerces représentent le plus grand employeur de France. Absolument. Et que moi, je suis un peu sidérée que les commerçants ne se mobilisent pas pour collectivement pour manifester contre cette injustice, puisque Nasser a également parlé d'injustice et de justice qui fait que les grandes surfaces elles ont le droit d'ouvrir et que les petits commerces ils peuvent mourir. Tout à fait. Voilà. D'autant que ce gouvernement qui, comme dirait Coluche, s'autorise à penser pour nous, il n'a pas décrété, comme je l'avais déjà dit une fois, que c'était une catastrophe naturelle et du coup les assurances ne peuvent pas entrer en jeu. Et donc c'est au bon vouloir du gouvernement, avec des critères un peu compliqués à respecter, et tout le monde n'a pas le droit à l'aide que l'État se proposait de donner et parfois elle est bien sûr insuffisante par rapport aux pertes de ses employeurs. Merci Nasra, merci beaucoup en tout cas. Je voulais aussi vous faire un petit mot sur la France, sur l'intervention précédente, très rapide, sur est-ce que la France doit se retirer de tous les pays où il y a la guerre. Moi j'ai envie de dire oui. Sur Arte, il y a d'ailleurs un documentaire qui s'appelle Face au terrorisme,
le renseignement et le djihad, et dans lequel on voit, alors qui est en replay, tout le monde peut le voir, et dans lequel il y a un intervenant qui est de la DGSE et qui dit, Claude Moniquet pour pas le nommer, et qui dit c'est nous la France, les USA, la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui soutenons les régimes en place au Moyen-Orient, on les finance, on leur achète, on leur vend des armes, et puis on maintient ce terrorisme volontairement pour des intérêts économiques. Alors, est-ce qu'il faut que la France se retire ? Oui, il faudrait que la France se retire pour éviter tout ce terrorisme que l'on voit en France, même si c'est pas la seule cause, parce que l'exclusion des banlieues font le terreau du terrorisme aussi, l'exclusion des jeunes de banlieue. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut que derrière il y ait une volonté politique, et ça, je crois qu'on en est bien loin avec ce gouvernement. Et deuxièmement, il faut aussi une capacité économique, parce que le modèle de la France, il est quand même basé sur un impérialisme de la France et de l'Europe, sur un impérialisme qui exploite l'Afrique notamment. Alors avant, c'était une exploitation physique avec la colonisation physique, mais aujourd'hui, c'est une exploitation économique. Alors, est-ce que la France, elle a les moyens de se retirer de tous les endroits où il y a des conflits et de laisser tomber ses intérêts économiques ? C'est la question que je pose. Alors, la question, elle est vite répondue. La France pèse 2200 milliards de PIB. L'Allemagne fait 3600 milliards. L'Allemagne n'a pas de colonie, n'a pas d'intérêt ou très peu d'intérêt à l'étranger, n'a pas de position dominante. L'Allemagne a travaillé à son développement intérieur économique, la France ne l'a pas fait. Aujourd'hui, si la France est en train de maintenir ses forces, c'est pour des raisons bassement économiques, on l'a bien compris. Et là où je ne suis pas d'accord avec l'analyse du type de la DGSE, il met la France, l'Angleterre d'accord, les États-Unis, je suis d'accord, pas l'Allemagne. L'Allemagne n'est absolument pas partie prenante des guerres du Moyen-Orient, au contraire. Merci Nassera pour votre appel et à très bientôt. Merci beaucoup Nassera. 01 40 33 9000. Notre invité est toujours pas arrivé, messieurs ? Non, pas encore. Nous attendons donc notre invité Nasser Michaëlan Gabriel. Il vient juste d'arriver. Et chercheur en sciences politiques et en histoire. Et vous allez pouvoir évidemment écouter ses analyses et surtout bien appeler pour lui poser vos questions directement, pour l'interpeller. On va parler avec lui de politique internationale, mais aussi de politique française, et il y a de quoi dire justement. Ça va un petit peu en accord avec ce qui vient d'être dit aussi par Nassera et Gamal Abina aussi. On peut faire le lien bien sûr avec ce qui a été dit. 01 40 33 9000 pour nous appeler, votre numéro de téléphone pour accéder au standard, les amis sur France Maghreb 2. N'hésitez pas. Demain matin, jetez un coup d'œil à CNews, aux alentours de 10h30. Voilà, vous risquerez de retrouver quelqu'un que vous connaissez. Demain matin, CNews. Jean-Marc Morandini. Voilà. Ceci est passé comme le petit message. Notre invité est là ? Oui. Très bien. Bonjour. Donc, bienvenue à Monsieur Nasser Michaëlan Gabriel, qui est enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2 dans l'émission le Grand Forum. Je suis ravi de vous accueillir, même si c'est de loin. En tout cas, vous avez mes camarades Gamal Abina et Nasser Lajili. Première petite question, va peut-être un peu vous étonner, mais c'est à l'international et c'est surtout une actualité fraîche. Oui. Quelle est votre analyse, votre regard sur cette élection américaine qui n'a peut-être pas encore dit son dernier mot ? J'ai un regard... je pars toujours d'un principe, c'est que l'événement ne doit pas commander ma pensée. Mon enjeu, c'est d'essayer d'analyser les choses au-delà de l'événement. Alors, on pourrait dire de quoi Trump est-il le nom ? Car cette élection a marqué quand même une sorte de remise en question d'un consensus démocratique établi au XVIIIe siècle sur les fondements des institutions américaines qui étaient que le vaincu reconnaissait sa défaite. Et le fait qu'ils ne le reconnaissent pas, en soi, me paraît intéressant en termes d'analyse. C'est-à-dire qu'on se retrouve quand même... alors certains vont vous dire que c'est le modèle américain qui, malgré tout, va s'adapter, qu'il réussira toujours à contourner les crises et les difficultés, à les surmonter. Mais pour ce qui me concerne, dans un contexte général de remise en question de ce qu'on appelle le modèle libéral
démocratique, on pourrait dire que cette élection marquera quand même un point d'orgue. Un candidat président pour sa réélection qui remet en question les résultats et non seulement qu'il l'affirme, mais qui refuse toute procédure de transition vis-à-vis de son successeur, ça s'est jamais vu. Et donc là, il y a quand même quelque chose qui est historique. Et n'ayons pas peur d'utiliser ce terme. C'est quand même quelque chose d'important dans la plus grande des démocraties du monde, au sens Est-ce que cette démocratie n'a pas été bafouée justement par ce qui apparaîtrait, entre guillemets, et vraiment en employant le conditionnel, comme des fraudes qui seraient apparues dans cette élection? C'est ce que dénonce en tout cas le clan Trump. On l'a déjà vu dans le passé, il n'y a qu'à se rappeler l'affaire Watergate aux États-Unis, ça serait pas la première. Oui, mais à la rigueur, comment dire, on peut pas, on connaît pas les faits dans leur ensemble. Pour le moment, pour ce qu'on voit, l'avance du candidat futur président Joseph Biden est assez grande. Mais ce qu'on peut remarquer en tous les cas, c'est que les Américains du camp de Trump n'hésitent pas à dire que c'est des fraudes. Donc, fondamentalement, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que la base du consensus politique qui déterminait l'un des fondements de l'élection américaine est remise en question. C'est quand même quelque chose de fort. Alors on a eu on a eu cela un peu, mais de manière beaucoup plus systématique lors des élections de 2000 entre Gore et Bush. Mais là, là il y avait vraiment des gros problèmes concernant le vote, mais sans je veux dire, aller directement sur la question des fraudes. Ça ne m'appartient pas, je ne suis pas témoin, donc je veux être prudent. Pas dire tout et n'importe quoi. Simplement, le seul fait que des gens dans le système politique démocratique américain puissent remettre en question l'ensemble des institutions sur cette question-là, je trouve que c'est historique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des citoyens dans un pays qui se considérait à juste titre comme l'une des plus anciennes démocraties qui remettent en question l'ensemble de la procédure démocratique. Et donc, ça dit quand même quelque chose de l'ère du temps. C'est ce que Hegel appelle le Zeitgeist, l'esprit du temps. On est dans une remise en question du modèle libéral démocratique dans le monde. Et cette élection de Trump est vraiment un bon symptôme de cette situation. Vous êtes enseignant et chercheur en sciences politiques. Vous enseignez où, monsieur Michael Gabriel ? Alors, j'enseigne à l'Institut catholique de Paris et à l'Université d'Aix-Marseille. D'accord, voilà. Ok. Donc vous connaissez certainement Raphaël Laugier. Je le connais, oui, je le connais de loin, mais je le connais. Qui officie également à l'université Aix, il me semble. Oui. Alors, Gamal Abina, Nasser Lajili sont avec nous et évidemment vous pouvez appeler pour poser toutes vos questions si vous le souhaitez à notre invité au 01 40 33 9000. J'aimerais qu'on revienne un peu en France si vous le voulez bien. Votre regard global sur ce que Gamal Abina a évoqué tout à l'heure, la France est en guerre, qui avait été d'ailleurs employé par le président de la République au mois de mars dernier, en guerre sanitaire face au Covid-19. La gestion de cette crise, monsieur Michael Gabriel, quel est votre regard sur toutes ces mois que beaucoup considèrent comme de l'incompétence, comme de l'impréparation et tous les mots qui se succèdent pour qualifier un petit peu cette gestion de crise? Oui. Il y a un livre que je vous conseille, que je conseille à tous les auditeurs s'ils veulent le lire. Comparaison n'est pas raison, c'est pas pour comparer les deux événements historiques, ça n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard de l'historien sur l'élite. C'est le livre de Marc Bloch, L'étrange défaite, qui parle de l'étrange défaite de 1940, c'est-à-dire au moment où la France s'est réveillée sans gouvernement, sans armée, alors qu'elle était considérée comme la meilleure armée du monde. Et Daniel Cordier, qui était le secrétaire de Jean Moulin, l'un des plus grands résistants de l'époque, avait confié à je crois que c'était Régis Debray, mais j'en suis pas sûr, il faudrait corroborer. En tout cas, l'avait confié, l'avait dit que la France était morte en 1940. Alors pourquoi il avait dit ça ? Que la France en tant que puissance mondiale s'était effondrée à cette époque-là. Et la critique se faisait en vérité sur la question des élites. Et Marc Bloch, dans son livre L'étrange défaite, fait la critique d'une élite formée par les plus grandes écoles,
formé les meilleurs esprits, Ça va cirer tout ça, bien sûr. totalement, et qui se sont effondrés en quelques semaines de manière vraiment incroyable. On a l'impression aujourd'hui que s'il y a quelque chose qui s'est effondré, c'est la croyance dans l'élite gouvernante de ce pays. C'est-à-dire que plus encore que le virus ou le potentiel vaccin qui aura lieu, je pense que ce qui s'est abîmé, c'est la relation entre l'élite et la population. Population de manière générale. Il y a le peuple, mais de manière Gabriel, générale. pardon je de veux vous dire, couper. oui. Et pourtant, Oui. il apparaît en tout cas que 2022, on connaît d'ores et déjà le casting de la finale de cette élection. Un président qui certes n'a pas eu le mandat le plus reposant, hein, entre les gilets jaunes, entre le Covid-19, des situations un petit peu particulières à gérer. Et pourtant, comment vous expliquez, alors là c'est très intéressant, vous, et c'est plutôt de la science politique là, comment vous expliquez justement que lors des dernières élections, à part les municipales, Emmanuel Macron fait toujours de bons scores qui ne correspondent pas finalement à ce qu'on pourrait considérer comme la colère du peuple. Il y a une formule française que j'aime beaucoup. Quand je me compare, je me désole. Quand je me vois, je me console. Non, c'est le contraire. C'est quand je me vois, je me console. Quand je me compare, je me désole. C'est-à-dire que je pense qu'il bénéficie du fait qu'il y a un effet de vide. Si aujourd'hui la droite se trouve réduite à parler de l'énième retour de Sarkozy, si la gauche elle-même est tiraillée entre l'écologie et Mélenchon, je trouve que le tableau quand même est désolant. Et même à la rigueur qu'il gagne la bataille présidentielle, dans quel état est ce pays quand même? C'est ça la vraie question. Je veux dire, le fait de prendre le pouvoir, de le reprendre ou pas, la question n'est plus là. C'est qu'il y a un vrai fossé entre l'élite politique, administrative, intellectuelle et le peuple et toutes les catégories, de toutes les manières. Hein. C'est pas simplement le peuple en termes de catégorie sociale populaire. Même les CSP commencent à se poser des questions sur leur gouvernant, puisqu'ils l'ont élu en premier. Donc il y a un vrai problème d'adhésion. Et cette adhésion, si ce problème est là aujourd'hui, c'est un problème qui ne va pas s'arrêter simplement parce que le président sera réélu ou que quelqu'un d'autre sera élu. Gamal Abina. Moi, j'aime bien la comparaison de tout à l'heure, même si comparaison n'est pas raison. J'aime bien le rapport avec Hegel, j'aime bien aussi parler de Machiavel, qui voyait beaucoup sur la politique. Et on sait que, en gros, les stratèges politiques aujourd'hui ne sont pas inintéressés par ces penseurs. Mais la comparaison avec l'effondrement de la France en 40, et c'est vrai que la France s'effondre en 40 sur tous les fronts. Elle s'effondre en 6 semaines face à une attaque nazie qui était osée, la Blitzkrieg, qui n'a pas tenu compte des stupidités de Gamelin qui pensait que la Maginot était infranchissable, que les Ardennes étaient infranchissables. Bref, c'était un manque d'imagination et une arrogance politique évidente au moment où les décideurs français, qui sont tous des gens de Saint-Cyr, en général très bien formés dans les grandes écoles, ont cette arrogance de vieux penseurs, de vieux républicains, de vieux limites monarchistes pour certains aspects. Quand on voit par exemple Clémenceau, qui fait l'avenir avec le passé, et qui prend des décisions catastrophiques avec le traité de Versailles, ça conduit à la guerre, on le sait. Quand on arrive à la guerre, aux portes de la guerre, les nazis sont pas très forts en vérité, c'est faux, hein. La France est beaucoup plus forte militairement, sauf que la France arrogante met le gros de ses troupes dans le sud et laisse qu'une faible division dans le nord avec les Anglais qui se font massacrer très rapidement parce que effectivement les Allemands sont efficaces sur un plan stratégique et ils ont osé des choses. Il n'y a pas cette lourdeur administrative, on a laissé des généraux faire leur travail et ils ont été très efficaces bien évidemment. Donc la comparaison aujourd'hui est la même. J'ai envie de dire que le rapport avec la guerre sanitaire, les Français sont très en retard par rapport aux Allemands. Les Allemands ont 32 000, je crois, respirateurs, alors qu'ils n'en mobilisent que même pas le quart. Les Français sont quasiment en saturation et ils n'ont pas racheté de respirateurs en 8 mois. Encore une fois, une arrogance. On a l'impression que c'est Gamelin qui dirige l'État actuellement. Et effectivement, j'aime bien cette comparaison, tout comme j'aime comparer ce qui se passe avec les États-Unis et Trump sur la question de l'isolationnisme américain des années 20-30, qu'on retrouve aujourd'hui à nouveau, qui est un véritable enjeu de pouvoir. Et il faut se rappeler qu'aux États-Unis, c'est un militaire qui prend le pouvoir. C'est pas anodin. À chaque fois qu'il y a une crise, ça révèle des choses qui sont structurellement, qui inquiètent sur le fonctionnement de la société. Et la question que je me pose par rapport à ça, sans faire de prospective évidemment, c'est de savoir. Effectivement, Macron va être sur un vide politique monumental, puisque c'est lui qui l'a assis, qui l'a créé. Il veut un binôme Le Pen-Macron en fin de course pour gagner à nouveau, dans un pays qui ne génère plus que 250 milliards de revenus fiscaux, ce qui est quand même catastrophique, il y a quand même 20% de chute. Dans quelle France on sera dans 5 ans, enfin dans 2 ans? Je pense qu'elle ne sera pas meilleure qu'aujourd'hui, elle sera vraiment pire. Et dans quelle France on sera en termes de reconnaissance et c'est là où je vais pointer du doigt une chose, la reproduction d'élites politiques qui sont complètement
hors sujet. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on reproduit les mêmes élites. C'est des fils de politique qui sont tous entre eux en train de surfer le gâteau. C'est des grands bourgeois, en règle générale. Ils sont déconnectés de la base populaire. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce que donnera cette France dans 2 ans? Est-ce que vous auriez peut-être un élément de réponse par rapport à ces questions? Alors, il pourra nous répondre juste après la pub, s'il veut bien. Notre invité, monsieur Michael-Ange Gabriel. Nasser Michael-Ange Gabriel sur France Maghreb 2. Dans un instant, le grand forum avec les questions des auditeurs. Si vous souhaitez interpeller notre invité, il est enseignant, chercheur en sciences politiques et en histoire. À tout de suite. Connecté. Aujourd'hui, j'ai fait un truc de dingue. En plein confinement, Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait chier. un groupe d'amis va vivre l'impensable. Ah, ça a sonné chez qui? Y a pas de sonnette chez moi. C'est une belle drague. Qu'est-ce que tu veux? Là, ça pue. Nadia Fares, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot, Audrey Fleurot, Claudia Tagbo, Pascal Demelon, Vanessa Guide, Franck Dubosc et Michael Youn dans la comédie thriller de l'année. Y a des secrets qui doivent rester secrets. Connecté. C'est la merde! À voir dès maintenant, exclusivement sur Prime Video. J'espère que j'ai rien raté. Jusqu'au 15 décembre chez Decra-Norisco, il y a 2000 € à gagner chaque jour. Pour votre contrôle technique auto, rendez-vous chez Decra-Norisco, jouez et c'est gagné. Jeu avec obligation d'achat. Conditions sur decra-norisco.fr. Audible, raconte-moi une histoire. Il était une fois, à l'époque où la savane recouvrait la plus grande Pour partie grandir, de l'ouest. il suffit parfois de changer de point de vue. Notre manière Il de marcha voir les dans la choses, forêt sans s'arrêter, ressassant dans sa tête les derniers mots. Des murmures lui parvinrent, indistincts. 1 minute s'écoula sans un bruit. Soudain, elle entendit une respiration derrière elle. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre audio est offert. On retrouve Être là pour vous avec Cerise de Groupama. Vos travaux ne devraient pas être terminés, Vincent? Si, mais j'ai changé mes plans. La maison sera plus jolie comme ça. Mais c'est aussi plus cher que prévu. Chez Groupama, quel que soit votre projet, profitez du prêt personnel désiré ou à un super taux. Et adaptez votre mensualité à votre situation en choisissant la bonne durée. Ah, ça c'est le bon plan. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation hors travaux de construction. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny. Plus d'infos sur groupama.fr. Quelle que soit la taille de votre appartement, manomano.fr propose des meubles adaptés. Parce que c'est pas l'appartement qui va s'adapter aux meubles. Il y en a des très grands pour bien ranger tous les vêtements, même si on sait qu'ils vont rester en boule sur une chaise. Il y en a des tellement petits qu'ils vont rentrer dans ce coin où vous pensiez qu'il n'y aurait pas la place pour un meuble. Et des super pratiques, comme des canapés qui peuvent devenir des lits. Puis des canapés. Mano Mano. C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Leclerc. Défendre votre pouvoir d'achat, c'est aussi vous permettre d'avoir accès à tous les services dont vous avez besoin au quotidien, comme les offres mobiles. C'est pourquoi Leclerc vous fait bénéficier de son offre Réglo Mobile avec 50 gigas d'internet par mois, appels, SMS et MMS illimités à seulement 9,95 € et sans engagement. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site. Maux de tête, c'est fallait? Stop! Le roller maux de tête pur essentiel aux 9 huiles essentielles, 100% pur et naturel, associé à l'effet frais de sa bille massante, soulage les douleurs vite et bien. C'est prouvé. Roller maux de tête, la solution naturelle et efficace, pratique à utiliser. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour un usage intensif, découvrez le roller maux de tête pur essentiel grand format. Carrefour. Quand on aime se faire une bonne raclette en famille, avec de savoureux fromages au lait de vache ou de brebis, oui gentil. On est heureux d'entendre que dès demain et jusqu'au 29 novembre, chez Carrefour et Carrefour Market, pour 2 paquets de fromage à raclette Richemont achetés, le 3e est offert. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 3 x 420 grammes, différentes variétés et grammages. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. France Maghreb 2. France Maghreb 2. De retour avec Nasser Lajili, avec Gamal Abina et notre invité aujourd'hui, il est chercheur en sciences politiques et en histoire. Il s'appelle Nasser Michael-Ange Gabriel. Sur France Maghreb 2. Nasser, est-ce qu'il est utile de vous rappeler la question posée précédemment par Gamal Abina? Prospective politique, en gros. Prospective politique, oui. Prospective politique. Bon, je serais peut-être plus prudent. Je vais me baser simplement sur les éléments du temps long. Le temps long, c'est quoi? C'est que le temps long aujourd'hui, c'est
Crise sanitaire, crise économique, crise sociale, crise politique, crise d'adhésion. Donc c'est des multicrises, multifacteurs. Donc, in fine, y a un petit exemple qui s'est fait, que j'ai vu ce matin, et qui m'a bien intéressé parce que c'est illustratif de l'état actuel. Il est annoncé que dans un livre qui est sorti d'un journaliste, qu'il n'y a plus de tube. Il y a quelques années, il y avait un tube, il y avait une chanson qui passait dans les radios tous les jours et qui faisait voilà, la une. Tout le monde le connaissait, quoi. Tout le monde en parlait. Et le journaliste, alors on posait la question au journaliste, mais pourquoi il n'y a plus de tube aujourd'hui ? Il dit parce qu'aujourd'hui, il y a trop de segmentation au niveau des marchés. Le marché musical aujourd'hui est pris 80% par le rap et le marché communautaire. Ça je ne savais pas. Et il n'y a plus que 20% qui est, on va dire, d'un public lambda, musique. Et il dit il n'y a plus de tubes fédérateurs. Donc ça quand même, dans ce petit fait, ça traduit quand même l'état d'éclatement, de fragmentation. Il y a un livre qui est sorti, l'Archipel, sur le sujet, l'Archipel française. On a le sentiment vraiment d'une fragmentation à plusieurs niveaux. Et donc, s'il y a cette fragmentation, dans la situation actuelle aujourd'hui, je fais juste un retour sur historique. Il y a une trentaine d'années, on va dire que l'ordre républicain fonctionnait sur quelques piliers. Il y avait le travail, il y avait l'armée, il y avait l'école, il y avait la culture. Il y avait quelque chose qu'on ne dit jamais assez, parce que je pense qu'on est dans une ère où on ne dit pas toujours tout, c'était l'autorité. Et la Troisième République, en particulier, s'est construite sur l'idée, nous, par rapport à la Première République, nous sommes là pour garantir l'autorité, par rapport au bon bourgeois qui avait peur. Le bourgeois avait peur, donc il fallait le rassurer en lui disant « nous sommes l'autorité ». Et on l'a vu avec la Commune. Aujourd'hui, la question de l'autorité qui était au cœur de l'ordre républicain est aujourd'hui remise en question de manière radicale, à tous les niveaux. Ce n'est pas simplement la question du terrorisme, c'est la question de la violence personnelle, sociale, interpersonnelle. Et donc, c'est des piliers qui s'effondrent les uns aux autres. Et donc, alors, je ne veux pas faire de déclinisme, ce n'est pas l'enjeu, c'est une analyse que je fais. Dans cette situation d'effondrement et je dirais même d'une certaine... il y a un changement de paradigme à tous les niveaux. Qu'est-ce qui risque d'arriver ? Parce qu'en vérité, ce n'est pas ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui risque ? Quels sont les risques ? Les risques, c'est d'un gouvernement de plus en plus en crise de légitimité, avec une population qui accepte de moins en moins de consentir à l'impôt, à la loi, à la règle. C'est le risque qu'on a. Et donc de basculer progressivement dans une forme d'anarchie plus ou moins régulée, avec des élections qui vont être vidées de leur sens, avec une population qui est complètement en retrait. J'aime bien cette formule qui date des années 90. On est dans le cadre d'un suffrage universel censitaire de fait. Alors, es-tu, toi, favorable pour une 6e République ? Parce qu'on parle de ça, d'ailleurs, d'un dysfonctionnement, qu'il n'y a plus de suivi, etc. Donc, est-ce que pour toi, tu considères que c'est important d'avoir une 6e République ? Alors, je vais développer ça, puis je vais revenir sur ta question. Suffrage universel censitaire de fait, c'est que pendant le 19e siècle, les classes moyennes bourgeoises avaient peur des catégories ouvrières, entre autres, et aussi avaient peur des femmes, parce qu'ils pensaient que les femmes voteraient pour les curés, donc pour les papes, pour le pape et donc pour les catholiques. Et donc on faisait un suffrage universel. C'est une question très intéressante. Pourquoi les femmes auraient voté pour le pape ? Parce que c'était des femmes qui n'étaient pas au travail économique. Elles étaient au foyer. Et donc de ce fait, le lien de proximité était avec le curé de paroisse. D'accord. Et donc pour les républicains, par exemple de la Troisième République, il y avait une hantise de donner ce pouvoir électoral aux catholiques. D'accord. Dans une situation où la Troisième République n'était pas encore assurée de ses assises. Mais cette question... donc, qu'est-ce qui se passait ? On l'a vu dans la Première République, c'était encore mieux. Vous savez, pendant le Directoire, je prends juste cet exemple, le Directoire entre 1994 et 1999, c'était un régime de propriétaires. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient fait une constitution à leur mesure. Et ils avaient fait une loi électorale pour les propriétaires. Et donc, de fait, les catégories populaires, les pauvres, n'avaient aucune place dans cette situation. Aujourd'hui, on n'est pas pareil, bien entendu, on est dans un suffrage universel, mais de fait, lorsqu'on voit le pourcentage d'abstentionnistes, ceux qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales, on est dans un suffrage universel censitaire, de fait. Donc c'est les catégories moyennes et catégories moyennes supérieures qui votent. Et on voit la même chose dans le problème du confinement.
Le confinement, deuxième version, s'apparente aussi pour certains aspects à un confinement de classe. C'est clair. Tout à fait. Avec toute une population de petits commerçants, de petits entrepreneurs. Alors, certaines élites, certains membres du gouvernement disent c'est 6%, ça peut passer. C'est un mensonge, bien sûr. Voilà. Alors, c'est rien, 6%, on peut passer outre. Mais quand même, ça traduit cet écrasement de classe, quand même, de fait. Je ne suis pas marxiste, mais quand je vois la réalité, je ne peux pas me cacher derrière ma main. Alors, tu parlais de 6e République. Alors, on en a usé de 15 constitutions jusqu'à l'heure d'aujourd'hui en France. Alors, on va en faire une 16e on va en faire une 16e pour démocratiser, parce que là on est dans une monarchie présidentielle. Moi je suis dubitatif sur le sujet. Ça sera encore, en France on adore changer les lois et les constitutions. Donc c'est la 5e, on fera une 6e et je vous parie mon billet qu'on fera une 7e aussi, parce que de fait en vérité le vrai problème il est où? C'est qu'on veut substituer à cette crise de confiance une constitution, en pensant que la constitution va rétablir la confiance. Mais je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un problème d'élite, mais moi je suis... Pardon Gamal. Mohamed de Nanterre qui est avec nous au téléphone pour une question à notre invité. Bonsoir Mohamed. Oui, bonsoir. Moi je voulais revenir vers vous, monsieur Christophe, parce que tout à l'heure je vous ai entendu parler du Sahara occidental, mais vous avez omis de dire qu'il y avait des mercenaires du Polisario qui avaient quand même, ça fait depuis un mois qu'ils bloquent la route qui va vers la Mauritanie et vers l'Afrique. Et évidemment, vous n'avez pas parlé de ça. Vous avez juste dit c'est chaud au Sahara occidental. Et le monsieur qui est avec vous, qui dit au Maroc il y a une crise sanitaire. Ça c'est vrai, il y a une crise sanitaire, mais comme dans tous les pays du Maghreb et d'autres pays d'Europe aussi, il y a des crises sanitaires. Mais quand vous dites que le Maroc ne subsiste que du tourisme, c'est pas vrai du tout. Ah bon? La première richesse du Maroc, ce sont les immigrés qui travaillent à l'étranger, et ensuite vous avez toute l'agriculture. Quand vous allez dans les marchés ici, vous allez dans les centres commerciaux ici, vous trouvez plein de produits qui viennent du Maroc. Parce que je sache. Je peux répondre à ça parce que là ça devient... Bon, malheureusement on n'est pas sur le sujet. Il y a une vraie crise économique au Maroc. Je vais finir avec vous. D'accord, je vous écoute. Monsieur, moi j'ai de la famille aussi en Algérie, vous inquiétez pas, j'habite à 15 minutes de Marnia, j'habite de l'autre côté de la frontière. Alors vous voyez, j'ai été en Algérie plusieurs fois, j'ai été très très bien reçu. Les deux peuples sont des peuples frères, ils ne font qu'un. Alors arrêtez de dire des choses que vous ne savez. Est-ce que vous êtes déjà allé au Maroc? Bien sûr, je vis à Tanger, pour vous dire que j'y vais. Vous vivez à Tanger. Oui, alors absolument. est-ce que vous voyez comment c'est Tanger? Oui, parfaitement. Oui, vous voyez. Je connais le Maroc du nord au sud, est en ouest. Je vais vous dire très rapidement. Oui, on va pas... Moi, je vous écoute. Oui, je veux dire, il n'y a pas de souci. D'abord, je ne fais pas de clivage. La différence, elle est là. Je ne suis pas en train de dire il y a les bons et les mauvais. Vous clivez un peu beaucoup. Ah, absolument pas. J'ai dit que c'est des peuples frères et qu'il faut absolument dépasser cette division. Donc, on n'est pas dans le clivage. Là, on est tout à fait d'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous réécoutez, vous entendrez que c'est parfaitement. Oui, je vous ai écouté. J'étais sur la route, je roulais. Donc, je ne pouvais pas. Donc, très rapidement, parce que c'est pas tellement le sujet, mais très rapidement. Le côté, moi, je supporte pas ces problèmes politiques bidons qu'on nous a importés du colonialisme. Je suis d'accord avec vous. Alors voilà, pour vous dire simplement, il y a un problème sur la frontière sud du Maroc. D'accord, c'est une chose. Il y a un problème qui est très ancien. Il n'y a pas seulement le problème avec l'histoire du Sahara occidental, il y a aussi un problème avec la Mauritanie, avec l'Algérie, avec Tindouf. Donc ça s'est multiplié pour des raisons qu'on va pas rappeler, elles sont trop longues. Mais par contre, très rapidement, oui, il y a une crise économique violente qui frappe le Maroc. C'est pas 3 tomates qui vont donner de l'argent au Maroc. Non, c'est pas une question de 3 tomates. L'agriculture rapporte rien. L'agriculture. Vous ne pas la balle. Je veux dire, je vis à Tanger. Je vis à Tanger à la Médina, au-dessus de la Médina. Donc je suis très précis. Je vous explique que c'est pas l'agriculture qui rapporte de l'argent aujourd'hui. Vous savez très bien. C'est pas ce que rapportent les Marocains résidents étrangers ne rapportent pas assez d'argent. La première ressource du pays, c'est le tourisme. C'est le tourisme, la première ressource du pays. Je vous invite à revoir le modèle économique marocain qui dépend du tourisme et du phosphate. Faut être très clair. Aujourd'hui, il n'y a plus de touristes au Maroc. Ils sont en train de partir en masse. Tu as pu, Mohamed, te dire un petit peu ce que tu souhaitais dire et tu as bien fait d'ailleurs d'appeler. Merci Mohamed, mais on a un invité. Oui, c'est vrai, on va rester sur ce sujet. Voilà, merci Mohamed, en tout cas, n'hésite pas à revenir dès que tu n'es pas d'accord. Voilà, ici, la parole est libre, cher Mohamed, à bientôt. C'est la première fois que j'appelle, j'ai aucun problème avec vous. J'espère que ce ne sera pas la dernière. J'espère bien, mon Mohamed, je vous embrasse. Merci, au revoir. Et à très bientôt au Maroc pour aller manger des belles oranges marocaines. Inch'Allah. Elles sont magnifiques. Et pas que d'ailleurs. Alors, nous sommes avec notre invité, vous voyez, ici dans le grand forum, monsieur Michael Gabriel. Les auditeurs s'expriment totalement librement, ils sont fâchés parfois après nous, et ils nous appellent et ils peuvent nous le dire, comme Mohamed vient nous le dire.
assez tranquillement. Alors, pour revenir, d'ailleurs, je sais pas si vous avez un petit mot à dire sur ce qui se passe au Sahara occidental ou pas du tout, ou c'est un sujet que vous occultez complètement. Occulter, c'est pas le terme, mais disons que je me méfie de vouloir avoir des avis sur tout. Ça, c'est une très bonne chose. Je ferais mieux rester. C'est bien on a fait une excursion sur Tindouf, mais. Ouais. Voilà. Mais je veux revenir sur le sujet si je peux me permettre, pour pas perdre le fil. Bien sûr. Parce que je pense que la situation en France est déjà, je pense. 6ème République, vous n'y êtes pas favorable. Là, on a bien compris que vous êtes dubitatif. Moi, j'ai envie juste pour dire un truc, parce que moi, ce délire 6ème République, je suis désolé, Nasser, mais là-dessus, c'est. Non, mais moi, c'est une question. Pour moi, c'est un pur délire qui vient d'extrême gauche. Quand on parle de 6ème République, je trouve ça tellement ridicule, et là, je parlais d'historien, qu'on oublie que les 5 républiques sont arrivées sur des coups de force. Ça n'est pas arrivé parce que le peuple a réclamé. C'est quand il y a eu une restauration du pouvoir royal, faut se rappeler, quand il y a eu après la dictature, enfin avant la dictature napoléonienne, puis à nouveau napoléonienne, puis le roi, bref. Et après, il y a eu la dictature des généraux en Algérie qui a poussé à ce qu'il y ait une nouvelle république parce qu'il y a eu un coup de force du général de Gaulle qui, on ne le rappelle pas à ce moment-là, est un dictateur, de fait. Ça ne veut pas dire que je l'insulte, ça veut dire que quand il prend le pouvoir, parce que soyons rappel aux commandes, c'est un militaire qu'on appelle pour contrer des militaires. Et après, il fait un pouvoir hyper présidentiel. Donc, quand on parle de 6ème République, c'est souvent à la suite d'un crack, d'un coup de force, d'une perte d'une République. C'est pas un référendum qui va changer de 3 lignes dans une constitution, qui va améliorer les choses. Et là où on peut interroger effectivement le système, c'est qu'il y a une reproduction des élites qui pose problème en France, et que cette reproduction des élites est considérée comme étant illégitime par un peuple qui est complètement déconnecté. Et il est vrai, rappelons-le quand même, c'est important, je tiens à le dire, parce que là, on a quelqu'un qui peut nous confirmer, que la République ne s'est pas fondée sur un principe d'égalité et de promotion du pauvre vers la richesse. C'est pas vrai. L'ouvrier doit rester fils d'ouvrier et le bourgeois fils de bourgeois. C'est ça, la République. C'est pas autre chose. Aujourd'hui, la méritocratie est un mythe fabriqué par les médias pour nous vendre un système qui n'est pas dans la Constitution, qui n'est pas inscrit dans les lois. Je suis un peu trash, là. Alors... Pour revenir d'abord sur les conditions qui ont fait la Constitution de la République. Je rejoins sur cet aspect en tous les cas, pas sur tout le reste, mais sur cet aspect. Le fait qu'une République, elle s'installe en France grosso modo, sur 2 raisons essentielles. Soit une décrédibilisation du pouvoir politique central, soit une guerre à l'extérieur. Donc on a eu, Première République, décrédibilisation du pouvoir de la monarchie de Louis XVI. La Deuxième République, elle s'est effondrée parce que les paysans, pour la plupart du temps, étaient nostalgiques de l'Empire et parce que aussi la Deuxième République avait écrasé les ateliers ouvriers de 1848 et donc les gens se sont souvenus. Et donc Louis-Napoléon Bonaparte a fait un coup d'État, mais on va dire qu'il n'était pas tout seul dans ce coup d'État. La Troisième République, elle s'est construite grâce au soutien de Bismarck lors de la guerre franco-prussienne, qui ne voulait pas un retour de la monarchie, et par le soutien de la bourgeoisie, que Adolphe Thiers, qui était président du Conseil sous Louis-Philippe, avait rassuré en disant « Vous inquiétez pas, nous aux manettes, la condition ouvrière sera bien contrôlée ». Bon, il y a eu quelques années plus tard des lois sociales, mais 10 ou 12 ans plus tard, mais l'optique, c'était l'ordre social dominant allié avec avec l'aile républicaine. La 4e République, alors la 3e elle est morte avec la guerre mondiale, la 4e est morte avec la guerre d'Algérie, donc conflit extérieur. La 5e, c'est un régime solide, qui est l'un des plus solides dans l'histoire contemporaine française depuis la 3e République. Donc ça, c'est parce que, bon, De Gaulle était aussi monarchiste, donc il avait quelques idées sur un pouvoir exécutif fort. Alors, à partir de là, comment pourrait-il... Alors moi, c'est une réflexion qui me... Ça fait longtemps que j'y réfléchis, c'est cette question de la fin d'un régime. Comment un régime peut se terminer, peut s'effondrer. Vu les enjeux historiques, c'est soit, comme je disais, en interne, soit conflit externe. Soit des fois les deux. Pour le moment, on n'a que des points d'interrogation. Est-ce que ce régime va durer ? Écoutez, c'est une bonne question. J'ai envie de vous poser une question parce qu'on tente à justement à voir, à observer qu'il y a des clans en France qui nous amènent vers une volonté d'un climat, et je parle bien d'un climat dit de guerre civile. Je mets d'un côté tous ces fous alliés qui, au nom d'une religion qu'ils ne connaissent même pas, commettent des atrocités sur notre territoire. Et je mets de l'autre côté des gens issus de l'extrême droite,
des différents crépuscules, qui en fait ont un même projet, celui de mettre notre pays à mal, celui de mettre notre pays dans une confrontation entre communautés, celui de mettre notre pays à feu et à sang. Comment on peut l'analyser, cette montée, j'ai envie de dire, et on le voit d'ailleurs sur une chaîne, pour ne pas la citer, CNews, on voit les discours, les langues se délier de manière incroyable aujourd'hui. Quand vous entendez Pascal Praud le matin, il appelle limite à l'insurrection dans ce pays. Comment expliquer justement cette montée d'une espèce de tentative de déstabilisation de l'intérieur? Expliquez-moi la question de la tentative. Vous pensez que, en vérité, c'est les extrêmes qui se nourrissent les uns aux autres et qui permettent, qui veulent absolument déstabiliser, c'est ça? Ce sont les extrêmes qui se nourrissent les uns les autres, qui sont pas, qui n'ont rien en commun d'apparent, mais finalement le projet global, le projet in fine, à la fin, c'est de dire voilà, on va monter les uns contre les autres et mettre notre pays dans un climat, et je parle bien d'un climat de guerre civile. Voilà, qui ont ce projet. Oui, sans doute. Mais il faut quand même nuancer parce que la France, c'est quand même un pays très... ça. Oui, je sais pas, en tout cas, je vais essayer. La France, c'est un pays très politique. C'est, je pense, la nation la plus politique. Et la politique, ça a toujours été, en France, le moyen justement de ne pas se faire la guerre. Alors des fois, c'était un accélérateur de guerre civile. Mais quand même, la politique, pourquoi la politique a structuré quand même les familles, les groupes sociaux pendant plus de 150 ans, c'est un héritage de la Révolution française. C'était l'idée, en définitive, que le conflit militaire, le conflit civil, de guerre civile, devait se transformer en conflit de paroles, de pensée et d'idéologie. Et ça a très bien marché pendant plus de 130 ans, 140 ans. La chute du mur de Berlin, l'affaissement des idéologies, on va dire institutionnelles, pas toutes les idéologies, je dis bien institutionnelles, la crise des partis politiques ont fait qu'aujourd'hui, on a une sorte de dépolitisation institutionnelle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas une politisation des populations. Il y a une politisation, mais elle ne s'inscrit pas dans les canaux de la légitimité traditionnelle. On ne va plus s'écharper pour élire quelqu'un, soit à la députation, soit au Sénat, mais, vous le voyez aussi bien dans les réseaux sociaux qu'à la télé, il y a des conflits politiques. Alors ces conflits politiques qui sont, on va dire, orienté beaucoup sur cette question de l'identité, de l'appartenance. En réalité, le vrai sujet est là. C'est-à-dire qu'on est dans une phase historique où une partie de la population se pose des questions sur l'autre partie et vice-versa. Et certains segments contre d'autres segments ou avec d'autres sermons. Et chacun utilise la formule, vous savez, de Gérard Collomb. Nous étions côte à côte, faisons attention, ne soyons pas face à face. Donc il y a cette hantise de la guerre civile. Alors, Gérard, effectivement. Oui, Gérard Collomb, oui. Alors la question, est-ce que c'est simplement des extrêmes qui... je ne suis pas aussi affirmatif que vous. Je dirais que certains aspects de la réalité certains aspects sont devenus extrêmes, paradoxalement. C'est-à-dire que certains éléments de l'actualité, certains événements, certains processus se sont radicalisés depuis une vingtaine d'années sur certains niveaux, plusieurs niveaux. Il y a des livres qui sont sortis dans les années 90 dont personne n'a beaucoup pris le temps de lire, mais qui étaient très intéressants, dont un sociologue, Éric Morin, sur le processus d'autoségrégation du haut et du bas. Et il y a plusieurs travaux qui sont faits, je confère Jacques Donzelot sur la géographie aussi, et on voit que la France a connu à partir des années 90 un phénomène de sécession sociale entre différents groupes sociaux. Le haut ne veut plus vivre avec les classes moyennes ne veulent plus vivre avec les catégories populaires, et les catégories populaires elles-mêmes ne veulent plus vivre entre elles. Donc je résume, je synthétise un peu la bibliographie sur le sujet. Et donc on arrive quand même à des formes de séparatisme consenti, c'est le mot que j'attendais, voulu. Et alors ensuite, lorsqu'on parle de séparatisme communautaire, d'accord, on peut toujours utiliser le terme, mais c'est pas simplement lié à un problème de communauté. Je pense que c'est un problème généralisé. On est aujourd'hui dans une fragmentation de la nation française et qui garde encore, et c'est assez remarquable quand même. Il faut pas tout jeter de la pierre sur la France quand même. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y a un degré de résilience en France qui est assez remarquable. Avec tous ces attentats, dans un autre pays, on va dire, moins avancé politiquement, intellectuellement, on aurait eu des représailles, des conflits vraiment à grande échelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, la société tient.
Et ça, c'est assez Je suis remarquable. d'accord avec ça. Malheureusement, nos mandants et ceux qui nous gouvernent me semblent plus compter sur la résilience de la population qu'avoir une vraie réflexion sur le sujet ou proposer des choses, à part le yaka, il faut qu'on fasse ci, les valeurs de la République, il faut les assumer, il ne faut pas faire ci. Bon voilà, tout le monde est dans le discours fantasmatique, mais dans la réalité concrète, ça ne prend pas. Donc c'est simplement un degré de résilience, mais jusqu'à quoi il va tenir, c'est ça la question en réalité. Mais moi, j'ai envie de vous poser une question. Il faudrait une émission plus longue, évidemment, parce que pour ma part, le vrai tournant de la République, des 5 républiques, c'est la Commune de Paris. Parce que là, on parle de séparatisme. La Commune de Paris, c'est vraiment la concentration d'une idée de séparatisme entre les luttes sociales, les idéologies qui sont encore en train de se créer, puisqu'on n'est pas encore dans le marxisme, et puis cette violence qui est faite et où ils les éliminent de façon radicale, à telle enseigne qu'on va même jusqu'à prendre les photos de chaque corps pour bien montrer qu'ils ont été tués. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on peut arriver à un nouveau un néo-communarisme, on va dire, un nouveau système de communarisme qui serait pas, on serait plus dans le social, mais bon, bref, l'espoir d'un peuple qui se réveille, sachant que, et c'est ça qui m'intéresse chez vous, aujourd'hui, on est en train de nous ressortir des vieux partis politiques. Par exemple, il y a Stéphane Simon avec Michel Onfray qui viennent de créer le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Bon, on cherche des solutions dans ce que j'appelle moi la réaction finalement. On a un autre mouvement qui a été créé, le CNR, nouveau CNR. Enfin, il y a tout des nouveaux rien de nouveau en réalité à l'Est, mais on nous ressort des vieux systèmes très social, très orientés, ou très nationalistes, ou très identitaires, qui nous ressortent. Donc je me pose la question de savoir, c'est pour ça que je parle beaucoup par rapport au passé, est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'on ait ce genre de convergence, de lutte, puisque c'est ce qui est cherché, pour arriver à ce genre de fracture qui peut arriver? Alors, la convergence de lutte, sans doute il y aura des convergences de lutte. Mais prenez ce petit fait lors du premier confinement, lorsque certaines catégories sociales parisiennes ont quitté Paris pour aller en province. Ouais, ça c'est clair. Fuite à Varennes, un petit peu. Dans leur maison secondaire. C'est un peu la fuite à Varennes, ce que j'ai vu moi. Parce que c'est pas les plus pauvres qui sont partis. Vous êtes méchant. Alors, et vous avez vu que ça a cristallisé une opposition des voisins, une cristallisation qui était à mon sens intéressante sociologiquement parlant. Et donc en vérité, s'il y a conflit, il y a une multiplicité de conflits. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et donc s'il y a un conflit d'un côté, il y aura d'autres types de conflits qui vont s'ouvrir aussi. On part du principe, pour ceux qui sont dans une logique identitaire, qu'en vérité le seul conflit qui compte, c'est le conflit qui va avoir lieu entre les populations issues de l'immigration et ceux qui seraient plutôt autochtones, si je puis dire. C'est comme ça qu'ils le présentent. Mais on se trompe. Si la nation se défait, elle va se défaire sur tous les niveaux. Riches et pauvres, pauvres entre pauvres. Donc on est dans un temps hobbesien. C'est-à-dire, on risque de tomber dans la guerre contre tous. Alors pour revenir à ce que vous disiez sur le fait que la convergence des luttes, mais pour partager quoi ? C'est une bonne question, ça. Je veux dire, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, la politique, on va dire au sens militant du terme, la logique c'était toujours on vous rendra l'argent qu'on nous a volé et on le partagera. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une crise multiforme. Bon, sauf à dire, il faut reprendre toujours l'argent aux riches, mais bon, les riches, il n'y en a pas suffisamment, de toute façon. Voilà. Donc, et c'est là le problème. C'est-à-dire que pour que le politique produise du commun, il faut quand même une finalité, on va dire, une visibilité. Et cette visibilité, on ne l'a pas. En termes économiques, en termes sociaux, on est plus dans une logique aujourd'hui d'attentiste, avec un sentiment quand même de déréliction. De sentiment que quand même, il y a quelque chose qui est en train de partir. Alors, mon hypothèse, j'ai une hypothèse, c'est qu'on est quand même... Et je reviens à ça, je ne suis pas décliniste, je ne fais pas ça par besoin de... Mais à mon sens quand même, on est quand même à la fin de l'effondrement d'une civilisation politique. Je parle de civilisation politique. Je ne parle pas de culture ou d'identité. C'est quand même la fin d'un certain modèle de civilisation politique. Grosso modo, je caricature, c'est le fils de paysan qui va à l'école, qui devient instituteur, dont le fils deviendra médecin, qui s'inscrit dans un parti politique, qui devient député, ou son fils deviendra député et deviendra maire. Tout ce modèle-là d'intégration à la République est en train de finir. De se perdre. Et généralement, le nouveau a du mal à venir d'un coup. Vous connaissez la formule de Gramsci. Dans les périodes de transition, c'est là où les monstres naissent. Absolument. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette période-là.
Juste une dernière remarque qui m'avait fait rigoler tout à l'heure. Question, Nasser. Dernière question, Nasser Lajili. Je voulais faire une remarque sur De Gaulle. Vous m'avez fait rire quand vous avez dit qu'il était royaliste. C'est peut-être pour ça qu'il a créé l'ENA finalement. C'est juste pour que l'élite se reproduise entre elles. Ah non, au contraire. Alors ça, c'est très intéressant. Non, parce que là, on a une fausse idée de la royauté, mais c'est pas aujourd'hui dont on en parlera. Ouais. On se retrouvera une prochaine fois. Mais, avec plaisir. Mais je laisserai Nasser. Non, moi c'est bon. Mais par rapport à De Gaulle, pourquoi il a créé l'ENA ? C'est parce qu'en 40, il l'écrit dans ses mémoires, il n'y avait que des étrangers, des gens... alors il y avait des gens, des royalistes aussi, des gens qui n'étaient pas inscrits dans les partis, il y avait des socialistes aussi, mais il a vu à ce moment-là que par rapport à l'effondrement, il y avait un problème d'élite. Alors il s'est dit que plutôt qu'une élite d'argent et de reproduction, on va construire des élites du mérite. C'était ça le modèle méritocratique. Le premier modèle n'avait pas fonctionné, donc on reprend le modèle méritocratique républicain avec des hauts fonctionnaires. Bon, on est dans l'épuisement de cette civilisation politique. Donc aujourd'hui, justement, alors là on revient au modèle de Khaldoun. Vous savez, le modèle de Khaldoun. Ibn Khaldoun, 3 générations. La première conquiert, la deuxième hérite, la troisième liquide. Et clair. Donc, politiquement parlant, on est dans la phase de liquidation, d'une manière ou d'une autre. Macron, c'est la quintessence du management néolibéral qui liquide. L'entreprise, quoi. Alors, c'est un syndic de faillite. Il n'est pas forcément celui qui va liquider. Il ne faut pas lui jeter la pierre surtout. Mais c'est le témoin de la situation actuelle. Alors, c'est très intéressant quand vous parlez de Front Populaire, CNR. Donc, on retrouve les années 40 et 50. C'est ça, absolument. Sauf que on est plus dans Gabriel, on peut vous suivre où pour terminer ? On peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Nulle part. On le suivra à la radio. Alors. Je suis pas très réseaux sociaux. Non, malheureusement, malheureusement, je suis comme ça. Je suis pas très impliqué dans les réseaux sociaux. Les quelques photos que j'en vois, c'est celles de l'histoire de France. Ça me rend pas très populaire. Ce fut très intéressant de vous recevoir et de vous écouter, monsieur Nasser Michael Gabriel. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire. Merci beaucoup d'être venu et de passer par le Grand Forum. Merci. Aujourd'hui pour France Maghreb 2. À très bientôt, monsieur Gabriel. On se retrouve juste après la pub. En ce moment, Audi reste à vos côtés. Pour vous accompagner et vous informer sur nos véhicules, nos conseillers sont à votre disposition de 7h à minuit sur Audi.fr. Vous pouvez également réserver un modèle disponible en stock sur Audi.fr et la livraison est possible chez votre partenaire sur rendez-vous. Si vous souhaitez faire entretenir votre Audi, nos ateliers Audi Service vous accueillent toujours sur rendez-vous et dans le respect des règles sanitaires. Retrouvez toutes nos offres et informations sur Audi.fr. Le nouveau numéro de Gazelle vient de paraître. Dans ce numéro, on vous donne des nouvelles de Ménel, la chanteuse qui avait fait sensation dans The Voice. Retrouvez aussi l'interview exclusive d'Eva Queen, la chanteuse à la tête bien sur les épaules. Que vos cheveux soient frisés, crépus ou juste ondulés, découvrez les nouveaux accessoires qui changent tout. Découvrez également les techniques pour reprendre en main votre carrière, nos marques coup de cœur de déco orientale, ainsi que le secret de la mlouria, le plat traditionnel tunisien par excellence. On vous dit tout. En vente chez votre marchand de journaux habituel, sur l'appli Gazelle Mag et sur le site internet de Gazelle. Showroom Privé présente le dilemme de Ninon. Les enfants c'est mignon, oui mais ça coûte bonbon. On veut tout ce qui soit beau, qui mange bien, qui mange bio. Leur acheter ce qu'il y a de mieux. Mais sans se ruiner, c'est encore mieux. Et si vous aussi, vous vous faisiez plaisir ? Offrez à vos cheveux la technologie des produits Dyson avec le célèbre Dyson Airwrap et son kit de coiffage. Une offre à retrouver sur showroomprivé.com et bien d'autres avantages à découvrir. Showroomprivé.com. Responsable de votre plaisir. Brutus versus César. Vous voulez tuer César ? D'après une histoire vaguement vraie. C'est pas parce que j'ai mis ta mère enceinte que je suis ton père. Bienvenue à Rome. Légèrement revisité. Il y a un endroit où il est vulnérable. La carotide. Non. C'est au Sénat qu'il est vulnérable. Ramzi Bedia, Rim Kérissi, Gérard Darmon, Thierry Lhermitte, Lina El Arabi, Aya Idara et Artus. Rejoignez le casting impérial du nouveau film de Kairon. Tu vas tuer ce traître. Brutus versus César. À voir dès maintenant, exclusivement sur Prime Video. Ce Noël, avec Decathlon, offrez plus de sport, plus de ping-pong, plus de boxe, plus d'abdos. 102, 103, 104, 105, 106. Et plus de fierté. Le 10 km c'est fait. C'est combien un marathon déjà ? À Noël, c'est à vous de jouer avec Decathlon. Jusqu'au 30 novembre, pour 60 € d'achat, nous offrons 10 € en carte cadeau pour encore plus de sport.
Carte cadeau utilisable du 1er au 24 décembre. Voir conditions sur decathlon.fr et en magasin. Prime Video présente l'ultime création, le documentaire événement. C'est le bon moment. Pour la première fois, Mylène Farmer se dévoile. M'approcher de vous, plus près. L'air est lourd de ton absence. De plus en plus près. L'air est sourd à nos sentiments. L'ultime création, le documentaire événement. Je marche et hop, après je commence à marcher plus vite et je m'envole. À voir dès maintenant sur Prime Video. Maux de tête, céphalée, stop. Le roller maux de tête pur essentiel aux 9 huiles essentielles, 100% pur et naturel, associé à l'effet frais de sa bille massante, soulage les douleurs vite et bien. C'est prouvé. Roller maux de tête, la solution naturelle et efficace, pratique à utiliser. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour un usage intensif, découvrez le roller maux de tête pur essentiel grand format. Carrefour. Quand on aime se faire une bonne raclette en famille, avec de savoureux fromages au lait de vache ou de brebis. Oui, gentil. On est heureux d'entendre que dès demain et jusqu'au 29 novembre, chez Carrefour et Carrefour Market, pour 2 paquets de fromage à raclette Richemont achetés, le 3e est offert. C'est ça, être partenaire de votre budget. Carrefour. 3 x 420 grammes, différentes variétés et grammages. Modalité sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. 8 Français sur 10 se déclarent attachés à leur commerce de proximité. Restaurateurs, fleuristes, libraires et bien d'autres. Il est essentiel pour tous que vous puissiez continuer à exercer votre activité. Alors, au Crédit Agricole, en plus de notre accompagnement bancaire, nous vous aidons dans la création de votre site internet, mais aussi dans la mise en place des solutions de paiement à distance pour organiser un service de click and collect. Rendez-vous sur crédit-agricole.fr. Crédit Agricole, agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Aujourd'hui, vous allez nous apprendre quelque chose. Eh oui, peut-être. D'après vous, d'où viennent les bulles de la badoie ? Elles viennent de la nature, car c'est une eau minérale naturellement pétillante. Ah, c'est bien ça. Oui, et chez Leclerc, du 17 au 28 novembre, pour l'achat de 2 packs de 6 bouteilles de badoie verte ou rouge d'1 litre chacune, le 3e pack est offert. Voir modalité, magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Ensemble, respectons les gestes barrières. Prenez soin de vous, nous prenons soin de votre Volkswagen. Pendant toute la durée du confinement, nos concessions restent à votre disposition à distance et les livraisons de véhicules sont assurées sur rendez-vous. Nos ateliers restent ouverts pour l'entretien et la réparation de votre véhicule et vous accueillent munis de votre attestation. Ceci dans le respect le plus strict des mesures sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur volkswagen.fr. France Maghreb 2, France Maghreb 2. On s'amuse sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h, oui, encore quelques minutes avec Nasser Lajili, avec Kamal Abina comme chaque lundi. Et merci encore à notre invité qui nous a fait l'amitié de venir jusqu'à notre micro. Ce fut extrêmement intéressant. Donc avec nous depuis tout à l'heure, Nasser Michaëlan Gabriel, enseignant et chercheur en sciences politiques et en histoire qui était avec nous. Merci beaucoup, encore une fois, à notre invité aujourd'hui. Alors, je voulais terminer par une petite réaction de votre part sur le fait que Ségolène Royal ait ce matin dénoncé le fait des caricatures. Elle a pris position, Madame Royal, en disant que ça pouvait être dangereux et que ça pouvait être gênant. Est-ce qu'elle a raison, pour le coup, Nasser, Ségolène Royal ? Moi, franchement, ces paroles me donnent aucune réaction. Tout simplement parce que quand elle était au pouvoir, on ne l'a pas entendue. Et aujourd'hui, c'est pour tout simplement exister à l'extérieur et dire voilà, je suis là et je condamne pour essayer de se faire une petite image à travers les gens des quartiers populaires. Donc voilà. Oui, c'est vrai qu'elle a été au pouvoir. Alors attendez, elle a été au pouvoir quand la dernière fois ? Pendant la période de Hollande. Elle était ministre. Eh oui. Et oui, ministre de l'écologie d'ailleurs, Absolument. Je crois, c'est ça ? De l'habitat aussi. C'est ça. Et de l'habitat. Est-ce qu'elle était ministre de l'écologie avant les caricatures Oui, largement avant. Oui. C'est l'époque de Hollande. Ouais, c'est vrai. Non, mais je cherchais quand même parce que faut donc toujours voilà, pour moi, c'est des politiques qui essayent d'exister tout simplement. Oui, elle essaie d'exister, Gamal, c'est ça ta réaction ? De toute façon, elle est morte il y a longtemps. Moi, j'ai eu la chance de faire un débat contre elle à la télévision. Politiquement, tu veux dire ? Oui, politiquement. Mais oui, bien sûr. Biologiquement, ça le débat, ça me regarde pas. Mais préciser, mon Gamal. Toujours. Oui, mais je parle toujours de politique, bien évidemment. J'ai eu la chance de faire un débat contre elle à l'époque. Je l'ai bousculé sur les questions économiques. Elle n'a pas du tout aimé. C'est quelqu'un qui est pas très agréable, qui a beaucoup de mal à supporter la contradiction, mais surtout
Ségolène Royal s'inscrit. Alors, il faut savoir qui elle est, parce que les gens ne la connaissent pas réellement. C'est une fille de droite, pas de gauche. Ses parents étaient militaires. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne comme une militaire. Moi, je me rappelle de la façon dont elle a accueilli la mise au pas des étudiants à Mantes-la-Jolie, des lycéens, vraiment méthode à style guerre d'Algérie. Elle avait les mains derrière la tête, à genoux, c'était humiliant au possible. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, elle ? Ça leur fera un bon souvenir. On comprend la fille de militaire qui parle. Après, quand elle a ce genre de position, c'est logique, c'est une fille de catho, donc un peu comme pas mal de cathos actuellement qui sont en train de s'exprimer, je les comprends. Elle dit quoi ? Elle dit qu'effectivement, et c'est juste, ces caricatures ne sont pas des caricatures pour certaines d'entre elles et sont insultantes. Et moi qui suis caricaturiste, et je le fais de façon très active sur les réseaux, je confirme qu'une caricature, c'est forcer le trait, ça n'est pas insulter les gens. Ce ne sont pas des caricatures, ce sont des dessins qui sont éminemment vulgaires et insultants. La liberté d'expression s'arrête à partir du moment où on insulte les gens, là on tombe sous le coup de la loi. Manifestement, il faudrait faire quelques rappels à la loi quand il y a des dérives comme celle-ci.